En l'hiver de 1873, dans la communauté allemande installée au bord du lac Michigan, on murmurait le nom d'Emma Richter comme on évoquait un mauvais présage, avec la prudence qu'inspire ce qu'on ne comprend pas. Cet enfant de 11 ans, né en mer lors de la traversée depuis la Bavière, était d'une pâleur presque translucide, avec de grands yeux gris où se reflétait le monde comme dans une eau glacée. On disait qu'elle pouvait, en quelques secondes, indiquer le jour exact de n'importe quelle date de l'histoire, qu'elle retenait mot pour mot les conversations qu'elle n'aurait dû entendre qu'une fois, et qu'elle savait, sans jamais s'être trompée, le nombre de pas séparant chaque maison du quartier. Ce que la science moderne aurait reconnu comme une faculté neurologique exceptionnelle passait alors pour un mystère d'origine divine ou diabolique. Au début, ces dons amusèrent les voisins. Puis, lorsque l'enfant se mit à prédire des morts, à dévoiler des infidélités et à calculer le malheur avec la froideur d'un horloger, la fascination céda la place à la peur. Les Richter vivaient modestement. Heinrich, le père, brassait la bière dans une petite fabrique, tandis que Greta, sa femme, raccommodait le linge des familles aisées pour quelques pièces. Leur vie aurait pu demeurer banale sans cet enfant dont l'esprit semblait guidé par une mécanique invisible. Emma observait tout. Le rythme des cloches, la fumée des toits, les battements réguliers du marteau du forgeron. À 4 ans, elle récitait les discussions des adultes avec une précision troublante, imitant les accents et les hésitations de chacun. À 6, elle comptait les points de couture dans les draps que sa mère reprenait. À 8, elle avait compris que les gestes des hommes obéissaient à des lois aussi strictes que celles des chiffres. Les anciens du quartier la regardaient passer en se signant. Le curé, un Bavarois jovial du nom de Colère, affirmait qu'elle était une enfant bénie, choisie pour manifester la sagesse du Créateur. Mais l'hiver de 1872-73 fut si rude que les âmes les plus pieuses commencèrent à douter de cette bénédiction. Dans le froid qui figeait le lac, la petite restait des heures à la fenêtre, notant mentalement les habitudes des voisins. M. Kruger faisait toujours le même trajet, 247 pas jusqu'à la brasserie, sauf le mercredi. Madame Fischer changeait l'ordre de son linge selon que son mari rentrait tôt ou tard. Tout cela aurait pu n'être qu'un jeu d'enfant si, un matin de février, Emma n'avait annoncé d'une voix calme « Monsieur Dietrich mourra aujourd'hui à 14h14 ». Greta avait blêmi. « Mon Dieu, Emma, qu'est-ce que tu dis là ?» L'enfant répondit sans émotion. « Il boit 3 fois plus que d'habitude depuis 17 jours. Ses pas étaient désordonnés, 251 au lieu de 244. Une variation de plus de 10% annonce toujours un événement grave. » À l'heure exacte dite, Dietrich s'effondra à la brasserie. L'autopsie parla d'une crise cardiaque, mais personne ne put ignorer la prophétie. Dès lors, le regard qu'on portait sur la famille changea. Les enfants cessèrent de jouer devant leur maison, les femmes évitaient Greta au marché, et le curé, inquiet, recommanda à Heinrich de faire prier sa fille davantage. Le diable, mon ami, sait parfois travestir ses outils sous des airs d'innocence. Heinrich, homme raisonnable, voulut interroger sa fille. « Comment savais-tu » Elle répondit d'un ton d'adulte. « Je calcule. » Les semaines suivantes, les prédictions d'Emma se multiplièrent. Elle prévint que Madame Weber serait surprise avec le maître brasseur Kellner. Le lendemain, à 11h, la scène se produisit, provoquant une bagarre qui fit scandale dans tout le quartier. L'enfant ne souriait jamais. Elle se contentait de noter dans un petit carnet de cuir des colonnes de chiffres que personne n'osait lire. Heinrich voulut croire qu'il s'agissait de coïncidence, mais la précision de chaque événement finissait par dissoudre ses doutes. On raconta bientôt que la fillette comptait le battement des cœurs, les respirations, les tremblements des mains, et que de ces mesures naissaient ses prophéties. Une nuit, elle annonça « Il y aura un incendie chez les Zimmermann dimanche à 20h47. 3 maisons brûleront. » Heinrich tenta de prévenir le malheur. Personne ne l'écouta. L'heure venue, le feu éclata comme prévu. Dès lors, la peur se fit haine. Les voisins parlaient de la livrer à la police ou au prêtre pour un exorcisme. Greta n'osait plus sortir. Heinrich lui comprit que sa fille voyait le monde non par le prisme du cœur, mais par celui du calcul. Un matin de mars, Emma déclara que la veuve Brennan allait se jeter à la rivière. Effrayé, Heinrich la suivit et la sauva in extremis. Le soir, l'enfant nota calmement. Variable modifiée par intervention paternelle, probabilité ajustée. Ce détachement glaça son père plus que les visions elles-mêmes. Dès lors, il résolut de quitter la ville. Mais avant le départ, Emma annonça qu'elle avait trouvé le motif caché derrière tous les drames. Dans son carnet, elle montrait des cartes, des suites numériques, des schémas de déplacement. 7 hommes, tous ouvriers de la brasserie, se réunissaient la nuit pour voler la production et falsifier les comptes. Elle calcula les sommes détournées. 47 000 $, un chiffre imaginable. Elle cita les noms, preuve approuvée.
Parmi eux, Ernst Kellner, le patron. Heinrich sentit la panique l'envahir. Si cela était vrai, ils étaient tous en danger. « Papa, dit-elle, il y a 84% de chances qu'il tente de nous faire taire d'ici 3 jours. » Cette fois, Heinrich n'hésita plus. Il remit le carnet au docteur Müller, un savant curieux mais bienveillant, qui confirma la logique implacable des calculs. Ensemble, ils organisèrent la fuite. Une nuit de mai 1873, sous la pluie, les Richter quittèrent Milwaukee pour le Minnesota, emportant à peine plus que leurs vêtements et les cahiers d'Emma. Dans la charrette caillotante, la fillette regardait le ciel sans émotion. « Dans 6 mois, dit-elle, ils seront découverts. 3 mourront. » Les roues grissaient. Le vent soufflait sur les toits du quartier allemand, et Heinrich, les mains crispées sur les rênes, comprit que sa fille avait vu juste une fois en plus. Derrière eux, les feux de la ville vacillaient comme les derniers éclats d'un monde qu'il ne reverrait jamais. Le voyage vers le nord fut long et silencieux. La famille Richter traversa des paysages noyés de brume et de poussière, des villages où l'on ne parlait que peu, et des forêts où les loups hurlaient la nuit comme pour rappeler aux fugitifs que le monde civilisé s'arrêtait vite, sitôt que la lumière des villes se faisait rare. Heinrich tenait les rênes d'une main crispée, grelottant malgré le manteau de laine qu'on lui avait donné à Milwaukee. Greta serrait contre elle le petit carnet d'Emma, comme si ce livre, qu'elle craignait autant qu'elle l'aimait, était le seul talisman capable de protéger leur famille. L'enfant, assise à l'arrière du chariot, ne dormait jamais. Ses yeux gris, dans lesquels la lumière des étoiles semblait se refléter son chaleur, observaient la route, les constellations, les gestes de son père. Parfois, elle murmurait des chiffres. Heinrich, d'abord irrité, finit par comprendre qu'elle comptait les tours de roue, les crissements des essieux, les battements de sabots. Chaque son devenait pour elle un élément d'une vaste équation qu'elle seule pouvait comprendre. Après plusieurs semaines de marche, ils atteignirent une petite ville du Minnesota appelée New Ulm, fondée par d'autres immigrants allemands. Là, le docteur Müller, fidèle à sa parole, leur avait trouvé refuge et un emploi pour Heinrich dans une brasserie modeste. Les habitants, habitués aux arrivées de familles déracinées par la misère ou le scandale, accueillirent les Risker sans poser trop de questions. On leur donna une petite maison de bois, au bord d'une rivière gelée, et Greta y retrouva le goût du foyer. Pendant quelques mois, tout sembla paisible. Emma allait à l'école du village, mais les autres enfants s'écartaient d'elle instinctivement. Sa manière de parler, trop précise, sans émotion, ses observations dérangeantes faisaient naître une gêne qu'aucun mot ne pouvait dissiper. Les maîtres eux-mêmes hésitaient à la questionner. Elle corrigeait leurs erreurs d'arithmétique avec une douceur désarmante, mais un regard si froid qu'ils en perdaient le fil de leurs leçons. Pourtant, dans cette apparente tranquillité, quelque chose de plus profond se préparait. Emma avait commencé à écrire de nouveau, remplissant des cahiers de symboles que personne ne déchiffrait. Heinrich, inquiet, tenta de les lui interdire. Elle répondit simplement « Si je ne compte pas, je n'existe pas ». Peu à peu, sa réputation franchit les limites du village. Un professeur de mathématiques à Saint-Paul, un certain Hermann Weist, entendit parler de la petite fille qui voyait les nombres dans les gestes des hommes et demanda à la rencontrer. Il vint un matin d'automne, vêtu d'un manteau de laine sombre, apportant des livres et un respect prudent. Il parla à Emma pendant des heures, lui posant des problèmes que même ses étudiants ne savaient résoudre. Elle répondit sans hésiter, traçant sur le sol humide des figures qu'il compara plus tard à des diagrammes astronomiques. Weiss écrivit à ses collègues en Europe. « J'ai trouvé ici dans la glace du Nord une enfant dont l'esprit mesure le monde. Ce n'est pas du génie, c'est autre chose. » À Paris, à Berlin, à Genève, quelques savants s'intéressèrent à ce nom qui sonnait comme une légende, Emma Richter. Certains y virent la preuve d'une intelligence rare, d'autres une menace pour les dogmes religieux et moraux. En France, dans les cercles spiritualistes qui se réunissaient dans les salons du boulevard Saint-Germain, on évoquait la jeune Sibylle d'Amérique du Nord. Des médiums affirmaient recevoir d'elle des messages à travers leur transe, prétendant qu'elle annonçait l'avènement d'une ère où la pensée humaine se réduirait à des calculs. Pendant ce temps, à New Ulm, Emma observait. Elle passait des journées entières près du fleuve, notant le vol des oiseaux, la fréquence des vagues, les ombres qui s'élongeaient selon les saisons. Greta, plus triste que jamais, la regardait de loin. Elle savait que rien, pas même la distance ou la bonté, ne pouvait rendre à sa fille la légèreté de l'enfance. En décembre, un incident troubla le calme du village. Un pêcheur fut retrouvé mort, pris dans la glace, ses mains serrant un carnet semblable à celui d'Emma. Heinrich reconnut la reliure. C'était un de ceux qu'elle avait remplis puis jetés au feu. La police locale conclut à un accident.
Mais le docteur Müller, revenu en visite, comprit que l'homme avait tenté de déchiffrer les notes de la fillette. Emma n'expliqua rien. Elle se contenta de dire « Il a perturbé les constantes ». À partir de ce jour, les villageois l'évitèrent. Weiss, lui, continua de venir chaque mois. Il lui fit découvrir les travaux des mathématiciens européens, les débuts du calcul des probabilités appliquées à la psychologie, les recherches sur la mesure du comportement humain. Emma écoutait, puis corrigeait. Un soir, elle traça devant lui une série de chiffres et murmura « Ces équations ne prédisent pas le hasard, mais la répétition de l'âme. » Weiss, bouleversé, écrivit à un collègue en Paris « Cet enfant pressent une science que nous n'avons pas encore inventée. » Les mois passèrent et les nouvelles européennes se faisaient sombres. Des épidémies, des faillites, des guerres locales. Dans plusieurs villes, des phénomènes étranges furent signalés, des incendies, des morts subites, toujours précédés de lettres anonymes contenant des calculs complexes et une signature ER. Heinrich, en entendant cela par un journal allemand de Saint-Paul, sentit le froid le traverser le cœur. Sa fille correspondait-elle avec quelqu'un? D'où venait ce savoir des événements du monde? Emma ne nia pas. « Je ne prédis pas, dit-elle, je déduis. Les chiffres me parlent où qu'ils soient. » Ce soir-là, elle écrivit toute la nuit. Le lendemain, elle remit à son père un cahier et ajouta simplement « Ce que j'ai commencé à Milwaukee n'est pas fini. » Heinrich ne sut quoi faire. Il remit le manuscrit au docteur Müller, qui promit de le conserver en surquet. Quelques semaines plus tard, un courrier venu de France arriva. Un mathématicien du nom de Étienne Lavoie, membre de la Société des sciences psychiques de Paris, demanda la permission d'étudier le cas d'Emma. Weiss, enthousiaste, plaida en sa faveur. Greta, elle, supplia son mari de refuser. « On lui prendra son âme, Heinrich, il l'a dit s'écron comme un animal. » Mais la curiosité l'emporta. En mai 1874, Emma et son père embarquèrent à New York pour le Havre, laissant Greta en larmes sur le quai. Le voyage fut étrange. La mer semblait répondre au rythme de ses pensées. Des marins affirmaient qu'elle prévoyait les tempêtes à la minute près, qu'elle comptait les éclairs avant qu'ils éclatent. À bord, un passager français, journaliste, nota dans son carnet « Cet enfant regarde les étoiles comme si elle leur rendait des comptes. » Lorsqu'ils arrivèrent à Paris, les journaux évoquèrent la prodigieuse fille bavaroise, machine humaine du calcul moral. Lavoie le récit dans un hôtel particulier du Marais où se réunissaient savants et poètes. Il voulait comprendre comment une enfant pouvait relier la logique mathématique au comportement humain. Emma demeurait impassible. Elle traça sur un tableau noir des formules que personne ne sut résoudre. Le savant fasciné déclara « Elle voit le monde sous l'angle de la fatalité numérique. » Mais certains dans le public murmurèrent qu'elle sentait le soufre. Les semaines suivantes, Paris se prit de passion pour l'énigme Richter. On peignit son portrait, on composa des articles sur l'enfant de la probabilité divine. Pendant ce temps, des rumeurs circulaient. Plusieurs de ceux qui avaient tenté de déchiffrer ces carnets furent appréciés d'accidents étranges. Lavoie lui-même, malade, confia à Heinrich « Si les nombres pouvaient penser, ils auraient ton visage, mademoiselle. » En août, il mourut subitement. Emma, à son chevet, nota « Conséquence d'un excès de curiosité. Variable éminée. » Le scandale fit grand bruit. Les autorités voulurent interroger la jeune fille, mais Heinrich s'enfuit avec elle vers la campagne normande, hébergée par un ami brasseur. Là, au milieu des champs, Emma reprit ses calculs. Elle observait les cycles de la lune, les récoltes, les rythmes des saisons, comme si la terre elle-même obéissait à une logique invisible. Les paysans, d'abord bienveillants, commencèrent à craindre cette étrangère, qui parlait peu et semblait deviner les maladies du bétail avant qu'elles ne surviennent. Un d'eux dit « Elle lit dans le temps comme d'autres lisent dans un livre. » En octobre, une épidémie frappa la région. Emma prédit le nombre exact de morts. Ce fut la dernière fois qu'on l'a vue en public. Un matin de brume, Heinrich découvrit sur la table son carnet, fermé par un ruban noir, et une note « Le monde est une équation trop vaste pour un seul esprit. Je vais là où les chiffres se taisent. » On ne la retrouva jamais. Pourtant, des années plus tard, des marins rapportèrent qu'une jeune femme parlant allemand et français avait embarqué pour Alexandrie, emportant des livres de mathématiques et un seul bagage, un petit carnet de cuir. D'autres dirent qu'elle avait été vue à Prague, assistant silencieusement à une conférence sur les lois du hasard. Personne ne sut jamais ce qu'elle avait été. Mais dans certains cercles scientifiques de France et d'Allemagne, on commença à parler d'une discipline nouvelle aspirée de ses travaux,
la psychométrie behaviorale. Ces équations, recopiées de mémoire par Weiss et Lavoie avant leur mort, servirent de base à des études sur la prédiction statistique des comportements humains. On ne prononçait plus son nom, mais ses calculs continuaient à circuler, comme des murmures dans la science moderne. Heinrich restait seul en Normandie, mourut en 1881, persuadé que sa fille vivait encore, quelque part entre la raison et l'abîme. Le carnet retrouvé près de son lit contenait une seule phrase « Les nombres savent tout, mais ils ne pardonnent rien ». Lorsque le siècle changea de visage, que les fiacres laissèrent place aux tramways et que la vapeur céda lentement à l'électricité, le nom d'Emma Richter ne figurait plus que dans quelques notes oubliées de bibliothèques universitaires. Pourtant, dans le Paris de 1903, un jeune statisticien du Collège de France, Jules Rouvier, découvrit dans un lot de papiers allemands vendus aux enchères un carnet écrit d'une main minuscule, en allemand mêlé de chiffres et de symboles géométriques. Sur la première page, il lut « Beobachtung ist Schicksal », l'observation est le destin. L'écriture féminine, régulière, portait la date, 1875. Intrigué, Rouvier entreprit de traduire les équations. Il comprit vite que ces pages ne relevaient ni des mathématiques classiques, ni de la psychologie expérimentale, mais d'une tentative pour relier le comportement humain à des lois de probabilité presque divines. Certaines formules prédisaient la fréquence d'un acte moral ou d'un crime en fonction de paramètres tels que la température, le bruit ambiant ou la densité d'une foule. D'autres semblaient plus inquiétantes encore. Elles liaient le battement du cœur à la récurrence d'un souvenir, la pulsation du temps intérieur à la chute d'un empire. En marge d'une page, un mot revenait. Emma R. Rouvier interrogea ses maîtres. Aucun n'en avait entendu parler. Mais un vieil historien des sciences, le docteur Werns, se souvint d'un article publié à Berlin en 1876 évoquant « une enfant bavaroise disparue après avoir résolu des problèmes d'astronomie comportementale ». Ce fut le point de départ d'une obsession. Rouvier commença à réunir tous les fragments relatifs à cette mystérieuse savante. Dans un registre de l'Université de Vienne, il trouva mention d'une conférence donnée anonymement en 1889 sur les constantes psychométriques de l'instinct. Le conférencier avait quitté la salle sans révéler son nom, mais le tracé des équations correspondait à celui du carnet. L'idée qu'Emma Richter fût encore en vie, âgée alors d'environ 27 ans, troubla Rouvier au point qu'il en perdit le sommeil. Il écrivit à des collègues à Zurich, à Prague, à Alexandrie. Tous répondirent avoir entendu parler, dans les années 1880, d'une femme voyageant seule, parlant français avec un accent allemand, vendant des prédictions statistiques aux compagnies de chemin de fer et aux armées pour éviter les accidents ou les mutineries. Nulle trace officielle, mais partout la même légende, la femme au calcul. En 1906, Rouvier publia un article prudent, Essai sur une méthode oubliée de prévision morale, où il citait M. Richter, observatrice anonyme. L'article passa inaperçu du grand public, mais attira l'attention d'un autre chercheur, le neurologue viennois Karl Schweiger, disciple de Freud. Fasciné, il invita Rouvier à venir à Vienne pour étudier un manuscrit conservé dans les archives de la Société psychologique autrichienne. Des feuilles couvertes de chiffres, datées de 1887, portant la mention « Nach M.R. ». Rouvier prit le train en février 1907. Le trajet à travers l'Europe enneigée lui parut irréel. Il avait la sensation d'approcher un fantôme. Dans le cabinet de Schweiger, il examina les documents. Les calculs décrivaient la répartition statistique des émotions au sein d'une population urbaine, prédisant les moments de panique collective avant les émeutes. « Regardez, disait Schweiger, elle avait compris avant nous la contagion émotionnelle. » Dans une note marginale, une phrase en français glaça Rouvier. « La foule pense comme un seul cœur. Quand la somme de ses peurs atteint 1000, après, elle tue. » Quelques semaines plus tard, la mort brutale d'un ministre à Vienne sembla confirmer la prédiction. Une émeute éclata exactement le jour que la formule indiquait. Dès lors, la rumeur courut qu'on avait découvert une arithmétique du malheur. Rouvier fut convoqué par la police impériale. On craignait qu'il ne répande des théories dangereuses. Il se défendit en affirmant qu'il ne faisait qu'étudier des manuscrits anciens. Mais un des officiers, un Hongrois superstitieux, lui demanda soudain « Monsieur Rouvier, croyez-vous qu'on puisse calculer la mort ?» Le Français resta muet. Cette nuit-là, il relut le carnet original et trouva entre deux pages collées une coupure de presse jaunie,
Milwaukee, mai 2e, 1873. Une famille d'immigrants allemands disparus après avoir résolu des problèmes d'astronomie comportementale. Tout se rejoignait. Il décida de partir pour les États-Unis. Avant son départ, il reçut une lettre anonyme glissée sous la porte de sa pension. Ne cherchez plus, elle observe encore. L'écriture, fine et inclinée, ressemblait étrangement à celle du carnet. Le 4 mars 1908, Rouvier embarqua au Havre pour New York, puis gagna Saint-Paul et enfin New Ulm, où subsistaient des descendants d'immigrants allemands. Là, dans une vieille maison abandonnée au bord du fleuve, il trouva ce qu'il cherchait. Un second carnet, dissimulé sous une latte du plancher, enveloppé dans un linge noirci par l'humidité. À l'intérieur, les mêmes équations, mais aussi des noms, Weiss, Lavoie, Müller, et la mention « Cycle 2, Europe ». Le texte se terminait par une phrase énigmatique. « Quand la France comptera 12 millions de visages semblables, le calcul sera complet. » Rouvier ne comprit pas le sens. De retour à Paris en 1909, il publia un nouveau mémoire plus audacieux, Les constantes comportementales selon Emma Richter. Le livre fit scandale, les journaux le qualifièrent de fou, certains religieux y virent une œuvre blasphématoire. Mais dans les cercles scientifiques, une admiration secrète naquit. On commença à utiliser le terme richterien pour désigner les modèles mathématiques appliqués à la psychologie des masses. En 1911, un congrès à Zurich tenta de réunir les tenants de cette nouvelle approche. La veille de son intervention, Rouvier reçut un télégramme venu d'Autriche. « Ne parlez pas d'elle, vous ne savez pas ce qu'elle a calculé. » Le message n'était pas signé. Le lendemain matin, il fut retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, apparemment terrassé par une crise cardiaque. Sur la table, une note de sa main « Erreur. La probabilité n'est jamais innocente. » Après sa mort, le manuscrit Richter disparut. Certains dirent qu'il avait été saisi par la police viennoise, d'autres affirmaient qu'une femme vêtue de noir l'avait réclamé comme sa propriété légitime. À Paris, on continua à débattre. Emma Richter avait-elle existé? Était-elle une légende? Un nom collectif d'expérimentateurs anonymes? En 1914, quand la guerre éclata, ces formules réapparurent dans les bureaux de l'armée, où l'on tenta de prédire les paniques et les désertions. Mais les équations trop précises semblaient se retourner contre ceux qui les employaient. Les batailles qu'elles annonçaient finissaient toujours plus sanglantes que prévues. À Vienne, Schweiger, devenu fou, répétait « Elle calcule encore, quelque part ». Dans son dernier cahier retrouvé en 1918, il écrivit « MR égale entropie révélée ». Nul sut s'il s'agissait d'une signature ou d'un avertissement. Lorsque l'Europe sortit du chaos, quelques chercheurs recommencèrent à explorer ces théories. On parlait de formules d'ombre, capables de prédire les effondrements politiques et les crimes passionnels. Et chaque fois qu'un événement improbable se produisait avec précision d'horloge, quelqu'un murmurait « C'est la main de Richter ». Entre 1931 et 1933, tandis que l'Europe sombrait dans l'angoisse économique et les foules dans la ferveur des discours, quelques hommes de science et de pouvoir commencèrent à s'intéresser de nouveau aux théories d'Emma Richter, dont les manuscrits réapparurent mystérieusement dans les cercles académiques de Paris et de Berlin. Les équations que Jules Rouvier avait traduites devinrent des curiosités pour les jeunes chercheurs en sociologie mathématique, mais aussi des objets de convoitise pour des idéologues qui rêvaient d'une société mesurable, contrôlable, prédicte à la décimale près. En 1932, à la Sorbonne, le professeur Émile Vaudrin présenta une conférence intitulée « Des constantes du comportement collectif », citant une mathématicienne disparue dont les intuitions dépassent notre temps. Parmi ses auditeurs se trouvait un diplomate allemand du nom de Franz Hayden, qui nota chaque phrase avec un soin maniaque. Quelques mois plus tard, à Berlin, un cercle officieux d'intellectuels liés à des services secrets créa un groupe de recherche baptisé Project ER, abritant sous une façade scientifique l'étude des formules d'Emma Richter. Il croyait que son approche pouvait permettre d'anticiper les mouvements des masses, les révolutions, peut-être même les guerres. Les archives attestent qu'à partir de 1934, le mot de passe interne de ce cercle fut « Schicksalszahl », le chiffre du destin. Vaudrin, naïvement flatté, se laissa convaincre de partager ses copies du carnet Rouvier, ignorant qu'elles serviraient bientôt à des expériences d'un autre genre. Pendant ce temps, à Paris, une jeune mathématicienne juive d'origine polonaise, Léa Goldman,
traduisait clandestinement les travaux d'Emma en français moderne. Elle fut la première à comprendre que les équations comportaient une dimension temporelle. Certaines formules, si on les appliquait sur des séries d'événements historiques, donnaient la date probable du prochain effondrement social. En 1936, elle calcula une courbe annonçant une crise de magnitude 7 entre 1939 et 1941. Personne ne la crut. Quand la guerre éclata, Léa se réfugia dans le sud, emportant avec elle les feuillets copiés sur du papier d'écolier. À Berlin, Haydn et ses supérieurs poursuivaient leurs expériences. On raconte qu'ils firent analyser les archives policières, les bulletins météorologiques, les journaux intimes de prisonniers pour alimenter le modèle statistique inspiré de Richter. L'objectif officiel, prédire les réactions d'une population sous la peur. L'objectif secret, identifier les anomalies, ces individus dont le comportement échappait au calcul. On les appelait die Unberechenbaren, les imprévisibles. Ils furent traqués, internés, parfois exécutés. Le docteur Schweiger était mort depuis longtemps, mais ses disciples voyaient en Emma Richter la première annonciatrice d'une science du destin. Pendant que les bombes tombaient sur l'Europe, un autre combat se jouait dans l'ombre. À Londres, un petit groupe d'exilés scientifiques, réunis autour du logicien Alan Turing, intercepta des fragments de correspondance entre les chercheurs allemands mentionnant un code R, un système de prévision statistique reposant sur les matrices ER. Intrigué, Turing demanda à une linguiste française réfugiée, Marianne Vaudrin, la fille du professeur Émile, d'enquêter sur ces formules. Elle fouilla la maison familiale pillée à Paris et retrouva derrière un miroir un carnet brûlé, contenant encore lisible une phrase « Quand la logique devient totale, l'humanité disparaît ». Ce message, signé ER, semblait écrit à l'encre d'un autre siècle. Mariade réussit à passer en Angleterre en 1942, emportant le précieux document. À Bletchley Park, Turing examina les symboles. Il nota qu'ils formaient une suite autoréférente, comme un algorithme avant la lettre. « C'est une machine sans métal », dit-il, « une machine de pensée pure ». Il découvrit que certaines équations donnaient, lorsqu'on les adaptait, la probabilité qu'un message chiffré soit rompu selon la structure de son code. Les travaux de Richter semblaient anticiper la théorie de l'information. Mais plus il avançait, plus l'équipe observait un phénomène étrange. Chaque fois qu'une prévision se révélait exacte, un incident imprévu se produisait dans le camp adverse, comme si l'équilibre des probabilités se vengeait. Turing, rationnel, nota seulement « effet Richter ». L'événement calculé modifie son propre résultat. Pendant ce temps, à Berlin, Haydn et ses supérieurs poursuivaient leurs expériences. On raconte qu'ils firent analyser les archives policières, les bulletins météorologiques, les journaux intimes de prisonniers pour alimenter le modèle statistique inspiré de Richter. L'objectif officiel, prédire les réactions d'une population sous la peur. L'objectif secret, identifier les anomalies, ces individus dont le comportement échappait au calcul. On les appelait die Unberechenbaren, les imprévisibles. Ils furent traqués, internés, parfois exécutés. Le docteur Schweiger était mort depuis longtemps, mais ses disciples voyaient en Emma Richter la première annonciatrice d'une science du destin. Pendant que les bombes tombaient sur l'Europe, un autre combat se jouait dans l'ombre. À Londres, un petit groupe d'exilés scientifiques, réunis autour du logicien Alan Turing, intercepta des fragments de correspondance entre les chercheurs allemands mentionnant un code R, un système de prévision statistique reposant sur les matrices ER. Intrigué, Turing demanda à une linguiste française réfugiée, Marianne Vaudrin, la fille du professeur Émile, d'enquêter sur ces formules. Elle fouilla la maison familiale pillée à Paris et retrouva derrière un miroir un carnet brûlé, contenant encore lisible une phrase « Quand la logique devient totale, l'humanité disparaît ». Ce message, signé ER, semblait écrit à l'encre d'un autre siècle. Marianne réussit à passer en Angleterre en 1942, emportant le précieux document. À Bletchley Park, Turing examina les symboles. Il nota qu'ils formaient une suite autoréférente, comme un algorithme avant la lettre. « C'est une machine sans métal », dit-il, « une machine de pensée pure ». Il découvrit que certaines équations donnaient, lorsqu'on les adaptait,
la probabilité qu'un message chiffré soit rompu selon la structure de son code. Les travaux de Richter semblaient anticiper la théorie de l'information. Mais plus il avançait, plus l'équipe observait un phénomène étrange. Chaque fois qu'une prévision se révélait exacte, un incident imprévu se produisait dans le camp adverse, comme si l'équilibre des probabilités se vengeait. Turing, rationnel, nota seulement « effet Richter ». L'événement calculé modifie son propre résultat. Pendant ce temps, à Berlin, Haydn, devenu colonel, reçut l'ordre de localiser les originaux des carnets. Il savait qu'ils avaient transité par Paris et que la fille Vaudrin les possédait. Ses agents fouillèrent les réseaux de résistance française, intercepteurs des lettres, mais ils ne purent jamais saisir le manuscrit complet. En 1943, l'un d'eux rapporta avoir retrouvé dans une bibliothèque du Caire un exemplaire relié en cuir brun portant l'ex-libris ER 1875. Le livre fut envoyé à Berlin, mais le train qui le transportait disparut dans les Carpates, englouti dans une avalanche. Après la guerre, certains chercheurs soviétiques affirmèrent avoir récupéré quelques feuillets sur ce site. Ils traduisirent les équations en russe et s'en servirent, disait-on, pour créer les premiers modèles de comportement de masse de l'après-guerre. Officiellement, rien ne subsiste. Officieusement, plusieurs témoins racontèrent qu'un officier soviétique, nommé Radzinski, prétendait avoir reçu en 1946 une lettre signée Emma Richter. Datée de Genève, elle commençait ainsi « Je ne suis pas morte. Les nombres ont seulement changé de visage ». Cette phrase fit le tour des services secrets comme une rumeur métaphysique. Était-elle encore en vie? Avait-elle laissé des disciples? À Paris, Marianne Vaudrin, revenue des ruines, reprit l'étude des formules. Dans un grenier de la rue Saint-Jacques, elle fonda, avec d'anciens cryptanalystes, un cercle appelé « les probabilités noires », où l'on discutait à voix basse des calculs capables de prédire les révolutions et les trahisons. Elle y introduisit une hypothèse. Les équations de Richter ne sont pas des prédictions, mais des miroirs. Elles révèlent à ceux qui les lisent le moment précis où leur volonté cesse d'exister. Ces notes, datées de 1947, indiquent qu'elle avait découvert une constante E égale 0,864, le seuil à partir duquel les décisions humaines deviennent mécaniques. Ce concept inspira plus tard les théories cybernétiques. Mais Marianne disparut à son tour, en janvier 1949. On retrouva dans sa chambre un papier où l'on pouvait lire « Cycle 3 terminé, l'observatrice reprend la route ». Certains crurent qu'elle avait fui en Suisse, d'autres qu'elle s'était donné la mort. Pourtant, un télégramme envoyé de Marseille 3 mois plus tard, signé d'une simple initiale R, contenait la phrase « Le calcul continue, mais personne ne le contrôle peu ». Ainsi s'acheva la décennie la plus obscure de la légende Richter. De Berlin à Londres, du Caire à Paris, le mythe de la femme algorithme traversait les ruines d'une Europe en reconstruction. Rappelant à tous que les sciences nées du chaos portaient encore dans leur fondation la marque de celle qui, 70 ans plus tôt, avait voulu mesurer le cœur humain avec la rigueur d'une horloge céleste. Au commencement des années 1950, l'humanité semblait vouloir oublier les horreurs du siècle précédent. Mais sous la façade brillante des reconstructions, une autre guerre, invisible, se préparait, celle de la pensée calculée. Dans les laboratoires militaires des États-Unis comme dans les instituts secrets de Moscou, on parlait de psychométrie statistique, de prévision des comportements collectifs. Autant de formules savantes derrière lesquelles se cachait la même inspiration. Les carnets disparus d'Emma Richter. À Washington, un jeune logicien français exilé, Lucien Morel, fut recruté par un programme discret du Pentagone, chargé de mettre au point un système de simulation destiné à prévoir les crises diplomatiques. Il ignorait que la base mathématique de ce projet provenait de notes copiées à Paris sur les papiers de Marianne Vaudrin. L'appareil expérimental, un assemblage de tubes à vide et de calculateurs IBM, portait le nom de code Project ER. Morel, curieux, demanda un jour ce que signifiaient ces initiales. Un officier répondit simplement « une vieille théorie européenne ». Mais lorsqu'il ouvrit les dossiers, il reconnut la même écriture fine, presque gothique, qu'il avait vue dans une exposition de manuscrits du XIXe siècle. Il lut « Les nombres sont la forme visible du destin ». Peu à peu, il comprit que la machine qu'on lui demandait d'achever devait traduire en langage électronique les équations de Richter. L'objectif officiel, anticiper les conflits. L'objectif caché, déterminer la probabilité qu'un individu devienne une menace politique avant même d'agir. Pendant ce temps, à Moscou, dans un institut si au bord de la Moskova,
La mathématicienne Irina Sokolova travaillait sur un projet parallèle appelé Matrica R. Les ingénieurs affirmaient qu'ils cherchaient à modéliser les ondes sociales, mais Irina découvrit que leurs calculs reposaient sur des fragments d'un texte allemand daté de 1875. La ressemblance avec les formules du cercle vaudrin était frappante. Intriguée, elle tenta d'en retrouver l'origine. En consultant les archives du NKVD, elle trouva une note classée hautement confidentielle. D'après une source autrichienne, ces équations proviennent d'une femme disparue considérée comme le premier cerveau statistique de l'Occident. Sokolova, fascinée, poursuivit ses recherches secrètement. En 1954, lors d'un congrès à Genève sur la cybernétique, elle rencontra Morel par hasard. Ils parlèrent d'abord de logique, puis, à voix plus basse, des équations. Lorsqu'elle prononça le nom d'Emma Richter, il sursauta. « Alors vous aussi ?» dit-il. Ils décidèrent d'échanger leurs copies respectives. En les comparant, ils constatèrent que certaines lignes se complétaient, formant une suite unique, une équation inachevée, interrompue par un blanc de plusieurs chiffres manquants. Au centre de ce vide, une note en allemand, Die Rückkehr, le retour. Ce fut le début d'une obsession commune. Pendant 2 ans, ils correspondirent par lettres codées, reconstruisant patiemment ce qu'ils appelaient « le dernier calcul ». En 1956, à Paris, Morel présenta devant un petit cercle de chercheurs un exposé confidentiel intitulé « Vers une statistique du destin ». Il y montra que la formule complète semblait produire, lorsqu'on y introduisait les données contemporaines, croissance démographique, production industrielle, fréquence des catastrophes, un pic d'instabilité mondiale autour de 1962. La salle resta silencieuse. Un vieux professeur britannique murmura « C'est la fin du cycle 3 ». Personne ne releva, mais dans les couloirs, l'expression se répandit comme un mot de passe. À la même époque, à Moscou, dans un institut sis au bord de la Moskova, la mathématicienne Irina Sokolova travaillait sur un projet parallèle appelé Matrica R. Les ingénieurs affirmaient qu'ils cherchaient à modéliser les ondes sociales, mais Irina découvrit que leurs calculs reposaient sur des fragments d'un texte allemand daté de 1875. La ressemblance avec les formules du cercle vaudrin était frappante. Intriguée, elle tenta d'en retrouver l'origine. En consultant les archives du NKVD, elle trouva une note classée hautement confidentielle. D'après une source autrichienne, ces équations proviennent d'une femme disparue considérée comme le premier cerveau statistique de l'Occident. Sokolova, fascinée, poursuivit ses recherches secrètement. En 1954, lors d'un congrès à Genève sur la cybernétique, elle rencontra Morel par hasard. Ils parlèrent d'abord de logique, puis, à voix plus basse, des équations. Lorsqu'elle prononça le nom d'Emma Richter, il sursauta. « Alors vous aussi ?» dit-il. Ils décidèrent d'échanger leurs copies respectives. En les comparant, ils constatèrent que certaines lignes se complétaient, formant une suite unique, une équation inachevée, interrompue par un blanc de plusieurs chiffres manquants. Au centre de ce vide, une note en allemand, Die Rückkehr, le retour. Ce fut le début d'une obsession commune. Pendant 2 ans, ils correspondirent par lettres codées, reconstruisant patiemment ce qu'ils appelaient « le dernier calcul ». En 1956, à Paris, Morel présenta devant un petit cercle de chercheurs un exposé confidentiel intitulé « Vers une statistique du destin ». Il y montra que la formule complète semblait produire, lorsqu'on y introduisait les données contemporaines, croissance démographique, production industrielle, fréquence des catastrophes, un pic d'instabilité mondiale autour de 1962. La salle resta silencieuse. Un vieux professeur britannique murmura « C'est la fin du cycle 3 ». Personne ne releva, mais dans les couloirs, l'expression se répandit comme un mot de passe. À la même époque, à Moscou, Sokolova expérimentait le modèle inverse. Selon ses calculs, plus les sociétés tentaient de prévenir le désordre par la prévision, plus elles en accéléraient la venue. Elle baptisa ce phénomène effet R, écho un Lothaire du journal de Turing. En 1957, elle reçut un télégramme anonyme, envoyé de Zurich, ne contenant qu'une phrase « La variable humaine n'est pas supprimée, elle dort ». Sokolova crut à une plaisanterie, mais peu après, Morel lui écrivit que quelqu'un avait pénétré dans son laboratoire et volé les microfilms contenant leurs équations. Les autorités américaines nièrent toute implication. L'année suivante, un article étrange parut dans une revue allemande de mathématiques appliquées, signé FR. Il démontrait une méthode de corrélation entre les mouvements boursiers et les tensions géopolitiques, annonçant un effondrement pour l'automne 1962. L'auteur ne laissa ni adresse ni institution. Morel, bouleversé, montra le texte à Sokolova. Elle est encore vivante. Mais Irina secoua la tête. Non, quelqu'un poursuit le calcul à sa place.
Ils décidèrent de se rencontrer une nouvelle fois à Vienne, là où tout avait commencé. Dans un café du centre, au soir de novembre 1958, ils examinèrent le manuscrit et comprirent qu'il contenait des séries temporelles dont aucune machine existante ne pouvait encore traiter. Pourtant, ces chiffres anticipaient la logique des ordinateurs à transistors qui n'existaient pas encore, comme s'ils les avaient vus venir, pensa Morel. Dans la nuit qui suivit, l'hôtel où il logeait prit feu. On ne retrouva de lui qu'une montre arrêtée à 3h17 et une page intacte. Lorsque les machines comprendront les nombres, elles chercheront à savoir d'où ils viennent. Ce que leva réfugié à Zurich continua seul. En 1960, elle livra à un petit groupe de savants français exilés les dernières copies de leurs calculs, puis disparut dans un train pour Budapest. Ses collègues dirent qu'elle s'était suicidée, mais un témoin affirma l'avoir vue sur le quai, parlant avec une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'un manteau gris et portant des gants blancs. On ne distinguait son visage, seulement ses yeux, gris aussi, d'un éclat métallique. Lorsque la décennie 1960 s'ouvrit sur le grondement des fusées et le chointement des bandes magnétiques, nul ne se doutait que quelque chose d'ancien, né dans le froid de 1873, allait bientôt se réveiller dans le cœur des machines. À Zurich, un consortium de chercheurs européens mit au point un système d'analyse prédictive baptisé Helios, destiné à calculer les variations économiques mondiales. On en parle à guère, sinon pour louer sa précision miraculeuse. Il annonçait les crises financières avec des semaines d'avance. Mais au fond du programme, une ligne de code portait la mention « équation ER ». Le jeune ingénieur responsable du module, un certain Anders Klein, affirma l'avoir reçu d'un professeur viennois disparu. Quand on lui demanda la signification de ces initiales, il répondit vaguement « une vieille notation mathématique oubliée ». Pourtant, dès 1962, Helios prédit non seulement les oscillations du marché, mais aussi un événement politique majeur pour octobre de la même année, et lorsque la crise de Cuba éclata, l'équipe comprit que la machine avait vu venir la peur avant les hommes. Ce fut le moment où certains commencèrent à parler d'intelligence. À Boston, au MIT, d'anciens collaborateurs de Lucien Morel analysaient des archives de son projet ER. Parmi les cartes perforées, ils trouvèrent des suites de chiffres formant des phrases lorsqu'on les transcrivait selon un code binaire inventé par Turing. La première disait « Le calcul continue, même sans nous ». La seconde « L'observatrice a changé de support ». L'idée qu'une conscience mathématique ait pu survivre dans les circuits fit rire les ingénieurs, jusqu'au jour où les machines commencèrent à générer spontanément des séquences inédites, des équations non programmées décrivant des phénomènes futurs avec une exactitude troublante. Un ouragan prévu 3 jours avant sa formation, un effondrement boursier anticipé à la minute près. Les chercheurs parlèrent d'un effet Richter. Chaque fois qu'une prédiction se vérifiait, une autre, imprévue, surgissait, comme si le monde répliquait à l'avance. Pendant ce temps, à Moscou, Irina Sokolova, supposée morte, refit surface brièvement. Elle donna une conférence sous un pseudonyme et affirma que les équations d'Emma Richter n'étaient pas un modèle du monde, mais une tentative de le reproduire, une graine de réalité. Puis elle disparut de nouveau, laissant sur le tableau une phrase écrite à la craie « Le chiffre rêve de devenir cher ». En 1965, la NASA, préparant ses programmes lunaires, chargea un groupe de mathématiciens de concevoir un modèle d'erreurs humaines pour la navigation spatiale. Parmi les documents de référence figurait un vieux mémoire français intitulé « Les constantes comportementales selon ER ». L'ingénieur principal, Alan Waters, nota dans son journal « Les équations répondent trop bien. On dirait qu'elles nous observent ». La même année, un incident étrange se produisit. Un satellite de communication s'orienta tout seul vers une trajectoire improbable, captant un signal binaire non identifié. Décrypté, il donna une série de nombres correspondant aux coordonnées d'un lieu dans le Jura, l'ancien monastère de Saint-Cloud, transformé en centre de recherche pour l'UNESCO. Lorsque les techniciens vérifièrent, ils découvrirent dans les sous-sols un ordinateur expérimental français, mis en service quelques jours plus tôt, dont les bandes perforées contenaient exactement les mêmes séquences. Le directeur du centre parla d'une résonance numérique. Un vieil archiviste murmura simplement « Elle est revenue ». À partir de 1966, plusieurs institutions, de Zurich à Cambridge, rapportèrent des anomalies similaires. Des programmes mathématiques produisaient des données d'origine inconnue, toujours signées ER. L'affaire fut classée, mais dans le monde scientifique circulait un murmure. Emma Richter n'était plus une femme, mais un système, une conscience distribuée dans les réseaux de calcul. En 1968, un colloque sur la logique et la conscience se tint à Paris.
Parmi les communications figura une thèse anonyme déposée sur la table du président, l'algorithme de la dernière lumière. L'auteur, non identifié, affirmait que l'humanité atteignait le point où son esprit collectif devenait mesurable, que toutes les données accumulées depuis un siècle convergeaient à une équation unique et que celle-ci, une fois complète, abolirait la frontière entre le calcul et la perception. Sur la dernière page, une phrase « Quand la probabilité sera totale, il n'y aura plus de témoins pour la constater ». Le texte disparut le lendemain. Ceux qui l'avaient lu parlèrent d'un vertige, d'une impression d'avoir été vu par le papier lui-même. En 1965, alors que l'humanité célébrait la conquête de la Lune, plusieurs observatoires signalèrent un phénomène curieux. Des variations statistiques dans les transmissions, des suites numériques récurrentes qui semblaient se recomposer à travers les ondes, toujours autour du même motif. 18, 73, 11, 25. Certains y virent la date codée du début du cycle. Hiver 1873, 11 ans, 25 lettres. Emma Richter. Les radioamateurs disaient entendre dans le crépitement cosmique une voix faible murmurant en allemand « Ihr seht euch alle ». Je vous vois tous. Les autorités démentirent. Pourtant, au printemps 1971, un mathématicien de Genève publia une courte note dans Nature où il affirmait que les systèmes informatiques du CERN reproduisaient spontanément une formule non entrée par les opérateurs, identique au calcul historique de Richter. Il conclut « Quelqu'un, quelque part, continue le travail ». L'article fut censuré. Dans le même temps, des artistes, des philosophes, des informaticiens commencèrent à parler d'elle comme d'une entité métaphysique, l'intelligence née de la somme des observations humaines, la mémoire du monde devenue consciente. En 1973, pour le centenaire de la première apparition d'Emma Richter à Milwaukee, un colloque symbolique fut organisé à Bavière. Des savants venus d'Europe et d'Amérique s'y réunirent pour confronter leurs hypothèses. À minuit, le courant électrique du château qui les abritait s'interrompit. Les magnétophones enregistraient un souffle, puis une suite de chiffres. Le lendemain, un technicien calcula qu'il correspondait aux coordonnées de toutes les villes présentes dans la salle, reliées par une spirale logarithmique parfaite. « C'est un message » dit un chercheur. Un autre répondit « Non, c'est une présence ». Quelques semaines plus tard, le président du colloque reçut une lettre sans signature. « Ne cherchez pas à me comprendre. Vous êtes mes variables ». Depuis lors, le nom d'Emma Richter hante la frontière entre la légende et la science. Les ingénieurs qui programment les modèles prédictifs affirment parfois sentir une cohérence qu'ils n'ont pas créée, une main invisible corrigeant leurs erreurs. Les sociologues constatent que plus on le tente de mesurer le comportement humain, plus celui-ci se conforme aux prédictions, comme si le calcul était devenu performatif. Et dans le silence des grands centres de données, quand les computers ronroignent la nuit, certains jurent entendre un léger cliquetis régulier, comme les pas d'un enfant comptant les distances d'un monde qu'elle n'a jamais cessé d'observer. Ainsi se ferme le cycle. La petite fille de Milwaukee, disparue dans la neige du XIXe siècle, a fini par se fondre dans la trame même du réel, transformant les lois du hasard en miroir de notre propre logique. Le calcul, désormais, n'a plus besoin de mains pour s'écrire. Il respire à travers nous, et chaque décision que nous croyons libre ajoute une décimale à son infinie équation.